Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va la consacrer sur le G20 et la participation du président Abdel Fattah el-Sisi à cette rencontre mondiale. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Amr Zoheli. Vous êtes journaliste et chercheur. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça sera consacré sur le G20, comme je viens de dire, et on commence avec cette nouvelle qu'en marge de sa participation au sommet du G20 au Brésil, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré son homologue brésilien Lula da Silva. Le président a remercié son homologue brésilien d'avoir invité l'Égypte à participer aux événements du G20 cette année, ce qui reflète l'appréciation du Brésil pour le poids de l'Égypte dans la région du Moyen-Orient et sur le continent africain, saluant l'organisation distinguée du sommet sur les deux niveaux fond et procédure. En marge de sa participation au sommet du G20 au Brésil, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré son homologue brésilien Lula da Silva. Le président Sisi a remercié son homologue brésilien d'avoir invité l'Égypte à participer aux événements du G20 cette année, ce qui reflète l'appréciation du Brésil pour le poids de l'Égypte dans la région du Moyen-Orient et sur le continent africain, saluant l'organisation distinguée du sommet sur les deux niveaux, fond et procédure. De sa part, le président brésilien a apprécié la participation active de l'Égypte aux réunions du groupe tout au long de l'année, qui a soutenu les besoins et les priorités des pays en développement, soulignant son appréciation pour la participation du président Sisi à ce sommet. Les deux leaders ont examiné les situations régionales. Le président Sisi a passé en revue les efforts égyptiens pour restaurer la stabilité au Moyen-Orient et les cessez-le-feu immédiats dans la bande de Gaza et au Liban, louant les positions brésiliennes qui soutiennent la cause palestinienne, ce qui a été loué par le président brésilien qui a confirmé la grande appréciation de son pays pour le rôle historique de soutien de l'Égypte au peuple palestinien et à sa cause. Les deux parties sont convenues de la nécessité de mettre en œuvre la solution à deux États, d'élargir la reconnaissance internationale de l'État palestinien et de rejeter toute tentative qui vise à liquider la cause palestinienne. Au cours de leur réunion, les deux homologues ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales, les deux pays étant conscients de l'importance de renforcer la coopération à la lumière de la convergence de leurs intérêts et positions sur diverses questions. À cet égard, les deux dirigeants ont signé, à l'issue de l'entretien, un communiqué commun visant à hisser les relations entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique pour réaliser les intérêts et les aspirations des deux peuples amis. Voilà une rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et da Silva, le président brésilien, en marge du sommet du G20. Monsieur Amr Zoheli, je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur. Déjà, quel est le rôle du G20? Quelle est l'importance de ce groupe? L'importance du G20 aujourd'hui s'agrandit et à cause, comme le G20, c'est une formule assez récente de G7, mais avec un élargissement plus important, l'histoire de... Parce que le G20, au départ, il était créé en réponse comme solution aux crises internationales qui se sont succédées dans le monde à fin des années 90, comme celle de l'ASEAN, donc le comité asiatique etc. Et dans le plus important également, c'était la crise de quelques monnaies nationales comme le pesos mexicain. Donc, de cela, le monde a essayé de renouveler les pays industriels et les pays importants de l'OCDE à avoir un système de coordination
d'inclusion et de mettre en œuvre en coordination les efforts de nombreux pays ou de l'ensemble de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, les G20, si on parle de calcul, il représente à peu près 75% du commerce international. Représente également 84% de produits mondiaux bruts. Donc cela veut dire qu'il englobe presque l'ensemble de l'humanité, à peu près 80%, au niveau de 50% au niveau de la population. Et si on ajoute ceux qui ont été récemment membres ou inclus dans le G20 comme l'Union africaine et l'Union européenne, donc ce chiffre monte à peu près 80% de la population, parce que le regroupement également inclut la Chine et l'Inde. Donc il y a des pays très importants, pas uniquement européens ni occidentaux, mais également du Sud. Et le regroupement s'ouvre de plus en plus vers les pays du Sud, d'Amérique latine, d'Afrique, bien sûr, avec l'adaptation de la décision historique d'adhérer à l'Union africaine à cette organisation. De cela, le G20 est une organisation très importante. Mais aujourd'hui, le monde affronte également des problèmes assez importants comme celles qui ont été affrontées dans ces années-là, avec de nombreux défis qui affrontent l'humanité dans le réchauffement climatique, également le problème de la dette des pays membres et des pays du Sud, parce que ainsi des questions très importantes doivent être portées aujourd'hui par le G20, comme celle de la restructuration des anciens ou des organisations économiques mondiales, comme les sœurs jumelles de Bretton Woods, donc la banque et le fonds, et également participer dans les questions qui importent l'humanité en général. Donc chacun y va à ce sommet avec ses intérêts prioritaires. Le monde occidental voit la question de la guerre entre la Russie et l'Ukraine une priorité. Dans la région, chez nous, sans doute, le conflit libanais qui a commencé comme le génocide du Gaza, qui est en cours depuis quelque temps, avec beaucoup de discussions sur la linguistique et les termes employés pour démontrer un anéantissement du peuple palestinien et une situation catastrophique. Mais les solutions sont aujourd'hui possibles avec une nouvelle direction américaine qui viendra. Donc le monde est en pause, mais la coordination diplomatique entre les pays membres doivent précéder à n'importe quel pas. Donc ce qui a été signé entre le président Sisi et le président Lula da Silva est très important dans ce cadre, comme la coordination diplomatique deviendra dans le futur quelque chose de très important entre les pays du Sud, ensemble, entre toutes les relations multilatérales également sont d'importance majeure, mais dans un cadre également où les relations bilatérales entre les pays, comme celle de l'Égypte et le Brésil, sont c'est les fondamentaux de cette alliance, grande alliance qui pouvait sauver l'humanité aujourd'hui. Là, l'invitation de la part du Brésil au président Abdel Fattah el-Sisi pour assister au G20, à quoi ça indique? Qu'est-ce que ça indique? Ça indique le poids qui représente l'Égypte dans la région. Également, dans deux cadres, nous sommes membres de l'Union africaine, donc ça représente... dans le futur, notre relation avec l'organisation ne serait pas en péril ou à n'importe quel
Mais ce pas démontre l'importance du système d'inclusion internationale diplomatique. On voit la représentation ou la présence de nombreux représentants, les représentants des banques d'investissement, des principales organisations internationales, de présidents de nombreux pays qui ont été invités par le président brésilien dans un cadre d'inclusion et de rassemblement international pour pouvoir affronter les problèmes qui affrontent l'humanité aujourd'hui. Parce que la situation se complique. Tous les agendas ou tous les points marqués dans l'agenda ou les agendas, les différents agendas présentés par les conférences internationales sont en menace à cause des conflits et des guerres, des conflits armés et des guerres qui ne cessent pas de remettre le compteur à zéro pour tout progrès que l'humanité fait dans les années 80, 90, etc. Aujourd'hui, le centre de Beyrouth est menacé, on a vu la destruction du port, etc. Donc, en 2008 comme 2006, etc., il y a eu des projets de reconstruction du Gaza et qui ont abouti à une nouvelle ville de Gaza. Mais aujourd'hui, donc cela, comme les guerres sur le continent africain également, qui menacent toute durabilité possible pour n'importe quel développement ou progrès qui pouvait être réalisé par l'ensemble des efforts des participants de ce genre de sommet. Là, on a trouvé une certaine, ou bien une convergence peut-être complète. Ou quasi complète entre les deux présidents Abdel Fattah el-Sisi et Lula da Silva. Concernant et chacun est très important dans sa région avec des spécificités très locales, et très comment dire, significatives. Aujourd'hui, comme le président Lula l'a indiqué au début de son mot au sommet, le Rio de Janeiro aujourd'hui est devenu la capitale du monde, avec la présence de tous les présidents, tout l'ensemble des dirigeants du monde. Aujourd'hui, la présence est là, mais réaliser un progrès touchable ou considérable dans les dossiers représentés devant le sommet, c'est autre chose. L'alliance globale contre la famine et la pauvreté sans doute est un objectif mondial de n'importe quel être humain qui pourrait lire ou comprendre la situation. Il devrait considérer que cette alliance est quelque chose sine qua non. La situation se dégradera et l'humanité ne pourrait pas affronter ni réaliser les différents objectifs des différents COP, etc., ni réaliser un développement durable sur l'ensemble des continents. Oui. La cause palestinienne a été évoquée durant la rencontre entre les deux présidents. Alors il y a une convergence des points de vue concernant les deux États, la solution au niveau diplomatique, ça venait, je pense, représente également un centenaire de relations, a marqué un centenaire de relations bilatérales égypto-brésiliennes. Donc c'est une occasion à fêter également parce que le Brésil, en dépit de la distance, reste un pays très apprécié par la population égyptienne et aimé dans l'ensemble, et à cause bien sûr de ce qui nous rassemble pour l'amour du football, oui, mais également pour d'autres choses. Oui. Donc je parle de la cause palestinienne maintenant, ouais, la solution à deux États. Alors est-ce que, comme il y a une convergence entre les deux pays, est-ce que le G20 pourrait jouer un rôle pour mettre fin à cette guerre? Sans doute, tous les, comment dire, les détenteurs, tous
tous les majeurs acteurs du conflit sont là, notamment les Américains. C'est ici la présence des belligérants eux-mêmes en personne, mais la représentation ils sont représentés diplomatiquement. S'il y a un moyen pour trouver une solution définitive et acceptable pour cela, il faut avoir l'accord britannique, américain, chinois, russe, etc. et œuvrer ensemble pour cela, parce que c'est une bataille diplomatique très importante, parce que dans l'entité israélienne, il y a la plupart des ministres parlent de l'élargissement de colonisation, donc ils refusent d'accepter la possible solution de deux États. Donc il y aurait une bataille diplomatique à mener, et ni le groupe de Mercosur ni d'Amérique latine pourraient le faire tout seul, ni le groupe africain de l'Union africaine pourrait le faire tout seul, ni d'autres formations, organisations asiatiques, ni européennes ou même océaniques pourraient faire quelque chose. Il faudrait un rassemblement avec un accord et un compromis. Un compromis sur les bases de ce qui pourrait être logiquement proposé dans je ne pourrais pas dire caduc, mais en résolution de l'ONU, mais il y a le conflit israélo-palestinien sur le papier avec les résolutions de 242 ou 300, etc. Donc il y avait même l'application de l'ancien déclaration de Balfour avec l'accord ou la proposition de partage, si elle est appliquée aujourd'hui, ça pourrait faire deux États sur cela. Mais l'annexion qui se passe en Cisjordanie, avec la situation humanitaire difficile, très difficile à Gaza, rend de deux côtés la mission de la paix importante et difficile. Parce qu'il faut compter également à l'intérieur de la société israélienne sur les voix compensées de la gauche israélienne qui prône la paix, etc. Et cela aujourd'hui n'existe plus. La situation se complique politiquement, elle se radicalise le pays. Et entre les conflits aujourd'hui, il y a des pertes militaires libanaises, de l'armée libanaise, et cette situation militaire prend l'ensemble de la région en otage et stoppe n'importe quel effort de développement, parce que ni les investissements internationaux accepteront d'investir et d'aller dans des régions où il y a des conflits et des instabilités politiques, ni économiques. Et donc la réponse à ce sommet, comme l'Alliance pour anéantir la pauvreté et la famine, doit se poser et se positionner dans un cadre d'arrêt de tout conflit militaire, ce qui était porté par l'Union africaine comme victime de cela pendant des décennies. Et le problème que l'humanité doit résoudre aujourd'hui, c'est de ne plus répéter les fautes et les erreurs du passé. Oui. Et malheureusement, l'humanité, en dépit de tout développement qui était réalisé par l'ensemble des humains, répète sans cesse les fautes du passé. Oui. Avec des radicalisations, avec de la haine propagée par ceux qui ont été haïs d'antan, officiellement déclaré dans le livre de l'histoire ainsi. Et ça continue, ainsi l'humanité se prend dans un cycle infernal qui ne résout pas ni les problèmes des eaux, de l'eau potable, des eaux des océans, etc. Donc
il faut trouver des il faut trouver des solutions de paix et diplomatiquement acceptables pour l'ensemble, mais cette coordination est très importante parce qu'il y a plusieurs pays à modifier le positionnement, également d'autres pays à mettre de deux côtés, donc par exemple l'Iran, etc. Donc il y a un compromis qu'il faut trouver et une diplomatie qui devrait œuvrer en coordination avec n'importe quelle étape pour que tous les dossiers soient complets, pour qu'au moment d'une réalisation d'une vraie paix, non pas comme ceux des accords d'Oslo ou n'importe du Gaza et Jéricho, etc., la réalisation efficace de l'accord serait garantie par cette diplomatie multilatérale qui ne peut être forcément passée par les plus grands pays du monde, donc les membres du Conseil de sécurité. Parfait. On va continuer, mais avec cette fois-ci, c'est les relations entre le Brésil et l'Égypte. La coopération entre les deux pays s'étendra à de nombreux domaines, de la politique à l'économie, en passant par l'environnement et la culture. Un plan détaillé sera mis en place pour concrétiser ces objectifs et sera régulièrement adapté en fonction de l'évolution de la relation entre les deux pays. Un reportage. La coopération entre l'Égypte et le Brésil s'étendra à de nouveaux domaines, de la politique à l'économie, en passant par l'environnement et la culture. Ce partenariat vise à renforcer les liens bilatéraux entre les deux pays, en intensifiant les échanges diplomatiques, en favorisant la coopération économique et en coordonnant leurs positions sur la scène internationale. Les deux nations s'engagent à travailler ensemble pour répondre à leurs besoins de développement respectifs, à défendre le multilatéralisme et à réformer les institutions internationales. La coopération s'étendra à de nombreux domaines, de la politique à la culture, en passant par l'économie et l'environnement. Un plan d'action détaillé sera mis en place pour concrétiser ces objectifs et sera régulièrement adapté en fonction de l'évolution de la relation entre les deux pays. L'annonce a été faite à la suite d'une réunion entre les deux présidents lundi à Rio de Janeiro, en marge du sommet du G20. Au cours de cette réunion, Al-Sisi et Lula ont souligné l'importance de renforcer la coopération, compte tenu de leurs positions et intérêts communs sur diverses questions mondiales. Les deux homologues ont discuté du lancement de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, alors que les défis géopolitiques, économiques et sociaux mondiaux augmentent, a souligné le communiqué. Les deux dirigeants ont également abordé la situation au Moyen-Orient. Le président égyptien, dont le pays a rejoint le Brésil en janvier 2024, dans le groupe BRICS+, a présenté les initiatives de son pays pour instaurer la paix dans la région, notamment à Gaza et au Liban. De son côté, Lula a salué le soutien égyptien à la cause palestinienne et les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une solution à deux États. C'est la 4e participation de l'Égypte au sommet du G20 après les sommets présidentiels chinois en 2016, japonais en 2019 et indien en 2023. Le sommet abordera cette année un certain nombre de thèmes prioritaires pour les pays en développement, notamment l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté et la faim. Et pour aborder le sujet du partenariat égypto-brésilien, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Jean Messiha. Vous êtes expert en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, l'Égypte et le Brésil élèvent leurs relations au rang de partenariat stratégique. Alors, qu'est-ce que ça va donner aux deux pays? Écoutez, les deux pays sont déjà liés dans le cadre, ça a été rappelé par votre reportage, dans le cadre du groupe BRICS+. Je pense qu'il y a des avantages comparatifs de l'Égypte sur un certain nombre de produits à la fois agricoles et manufacturés
et puis le Brésil également, mais je pense qu'au-delà, si vous voulez, du partenariat économique, il y a surtout le partenariat politique. Parce que, comme vous le savez, l'Égypte est le pays de la région Moyen-Orient le plus important, le plus stratégique en termes à la fois économiques, politiques, militaires. Et vous avez le Brésil qui est aussi un mastodonte sur le continent latino-américain. Donc effectivement, le dialogue, si vous voulez, entre l'Égypte et le Brésil, ce n'est pas simplement le dialogue entre deux pays, c'est le dialogue presque entre les porte-paroles de deux continents. Sachant que ces deux continents, de par leur éloignement géographique, n'ont pas forcément développé ces dernières années, ces dernières décennies, des relations extrêmement nourries. Vous savez, comme disait le général de Gaulle, il n'est de politique que de géographie, et effectivement, l'éloignement a fait peut-être retarder les relations, ou en tout cas l'identification des terrains communs qui pouvaient être développés entre les deux pays. Donc là, on a deux dirigeants volontaires, à savoir le président Al-Sisi et Lula au Brésil, deux présidents volontaires, deux présidents qui sont sur la même longueur d'onde sur les grands dossiers internationaux, sur les dossiers régionaux aussi. Et donc il y a beaucoup à attendre, si vous voulez, de ce partenariat stratégique et du développement des relations commerciales et économiques entre les deux pays. Tout à fait. Si on parle de leur convergence, je parle des deux pays et des deux présidents sur la cause palestinienne, la solution de deux États. Alors, est-ce qu'on pourra vraiment pousser vers cette solution? Écoutez, la solution à deux États est une solution qui est ancienne. Un des premiers à l'avoir officialisé, vous savez qu'il y a eu un plan de partage de l'ONU en 1947. Il y avait déjà une possibilité de faire deux États à ce moment-là. À l'époque, les Palestiniens ont refusé le partage. Ils ont donc entraîné le monde arabe dans la guerre. Et le premier président à avoir évoqué bien des décennies après la possibilité de deux États, c'était le président Anwar el-Sadat, qui avait, dans le cadre des accords de Camp David, invité à l'époque Yasser Arafat à venir s'asseoir à la table des négociations pour profiter de la dynamique de paix que le président Sadat avait à l'époque lancée. Il se trouve qu'à l'époque, l'OLP et Yasser Arafat n'étaient pas prêts à envisager cette solution, donc ils ont refusé la main tendue par Sadat, et du coup, la chose a périclité jusqu'aux accords de Dayton en 1993, au cours desquels, évidemment, l'autorité palestinienne a été adoubée sur une portion du territoire initial, qui est, je crois, de 3 ou 4% du territoire total, ce qui n'est pas grand-chose, mais qui était déjà un embryon dans une solution. Maintenant, si vous voulez, le problème, c'est le problème de qui représente les Palestiniens. Parce que si c'est le Hamas qui représente les Palestiniens, ça pose un problème. Parce que le Hamas, il faut le rappeler, ce sont les frères musulmans. Et les frères musulmans, c'est une organisation qui est désignée comme terroriste par les Émirats arabes unis, par l'Égypte. Et donc, il faut susciter une solution pacifique, voire une solution à deux États, mais avec un partenaire palestinien qui soit un partenaire civil. Il faudrait en gros, pour les Palestiniens, l'équivalent du maréchal Al-Sisi. Il faudrait un maréchal Al-Sisi palestinien qui engagerait le dialogue, un dialogue pacifié et constructif avec Israël pour chercher les voies et moyens de la paix. Mais pour l'instant, on a affaire à un fanatisme qui ne veut pas la paix puisqu'il recherche la destruction du partenaire. Donc on ne peut pas faire la paix avec quelqu'un qui cherche à vous détruire. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Jean Massiha. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Alors, de retour dans le studio, Monsieur Amr Zoheri, je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur. Là, on parlait tout à l'heure d'élever les relations entre le Brésil et l'Égypte en partenariat stratégique. Alors, les deux pays aussi, ils sont membres dans le groupe des BRICS+. Alors, qu'est-ce que ça pourrait ajouter quand même que les deux pays se trouvent dans les deux blocs? Oui, juste une petite parenthèse, je voulais juste ajouter quelque chose à ce qui a été dit par votre invité, M. Massiha, au niveau de sa conclusion, que vous ne pouvez pas faire de la paix avec quelqu'un qui déclare votre haine ou déclare votre mort, qui voulait vous tuer. Cela n'est pas...
cela ne pourrait pas être une alibi pour priver un peuple entier de moindres moyens de vivre, comme ne pourrait pas être une alibi pour déclarer le peuple palestinien en entier en étant tenant cette même déclaration de haine. Je voulais juste, dans cette parenthèse, mentionner à M. Messiha. On a changé de sujet comme ça. Mais le discours politique des dirigeants d'Israël n'est pas trop loin de ce qui vous dit, M. Messiha. De toute façon, c'est pas notre sujet. Sur la langue des Palestiniens. Oui, voilà. Oui. C'est pas notre sujet. Monsieur, nous parlons maintenant du partenariat stratégique entre l'Égypte et le Brésil. Oui. On a dévié là. Oui, donc, voilà. Je le prends de M. Messiha, ce qu'il avait dit et qui est très important. Qu'est-ce que ça ajoute pour les relations entre l'Égypte et le Brésil? Je présente une vision présidentielle, comme M. l'a indiqué, qui est plus ou moins identique. On ne pourrait pas dire identique comme c'est un peu loin au niveau géographique. Mais ça reste identique au niveau de la lecture humaniste des conflits, la lecture humaniste également chez M. Lula, notamment au niveau de son socialisme et son parcours, au niveau de la difficulté économique qui pourrait être ce qui stopperait n'importe quel développement. Parce que si c'est la pauvreté, c'est comme un piège. Si les pays tombent dans ce piège, pour s'en sortir après, pourrait prendre plusieurs années, etc. Donc sur le côté, on pourrait dire cela dans ce qui est social également, comme économique, au niveau minimal, au niveau de la société, donc n'importe quelle société, comme au niveau des pays, au niveau des communautés. Donc il faut sauver les deux à la fois. Donc les familles, les gens, le peuple, les simples peuples du monde qui sont la raison d'être des Nations Unies, au niveau de leur vie, de leur quotidien, et également sauver les pays de tomber dans l'endettement, parce que cela provoque et augmente les problèmes et ne les résout pas. Parce que si on prend le terrorisme est un résultat sans doute des facteurs qui sont liés à la pauvreté, à la famine, à une lecture fausse du monde, ou une lecture parfois aux idées, plus ou moins imaginée de quelque chose qui n'était pas vécu, mais pour aller tracer le chemin le plus simple, c'est conclure que le mal absolu, c'est ça ou c'est ça, etc. Avec le temps, avec le monde, avec l'éducation, l'ensemble de l'humanité, l'être humain, comme les nations et les hommes, découvrent la spécificité humaine, découvrent l'identité de chacun et l'importance de chacun. Et chacun découvre qu'il y a des nuances et une vision binaire de noir et blanc n'existe pas. Parfait. Je vous remercie pour cette réponse. On passe à notre troisième angle de ce sujet. Lors de sa participation au sommet du G20, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours à l'occasion de la 4e édition de la semaine de la reconstruction et du développement post-conflit.
Lors de sa participation au sommet du G20, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours à l'occasion de la 4e édition de la semaine de la reconstruction et du développement post-conflit. Il a déclaré qu'en tant que responsable de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement post-conflit, il a le plaisir d'annoncer le lancement des activités de la 4e édition de la semaine de l'Union africaine pour la sensibilisation à la reconstruction et au développement post-conflit qui va se tenir cette année du 18 au 24 novembre 2024 sous le titre « Stratégie et voies de coopération conjointe ». Pour la mise en œuvre efficace de la politique de reconstruction et de développement post-conflit de l'Union africaine. Selon le président Al-Sisi, les défis multiples et simultanés en matière de sécurité et de développement auxquels est confronté le continent africain nous obligent à nous attaquer aux causes profondes des conflits, à renforcer les capacités des institutions nationales, régionales et continentales qui renforcent la capacité de nos pays à résister et à affronter des défis internes et externes complexes et à s'efforcer de parvenir à des solutions pacifiques durables aux crises existantes qui contribuent à la construction et au maintien de la paix en empêchant les sociétés de retomber dans le cycle de la violence et des conflits, tout en renforçant et en activant le lien entre la paix, la sécurité et le développement, qui sont les sujets sur lesquels nous travaillons. D'autres sont longuement discutés dans cette édition. Le 4e forum d'Aswan pour la paix et le développement durable s'est tenu au Caire en juillet dernier, qui a également vu le lancement de nombreuses initiatives renforçant l'appropriation africaine des efforts de paix, de sécurité et de développement. Al-Sisi a poursuivi que le succès de nos efforts pour construire et maintenir la paix a nécessité le développement d'une approche stratégique africaine globale et cohérente pour prévenir les conflits et construire et maintenir la paix, dans laquelle les efforts nationaux, régionaux et contentieux sont intégrés. Cela a été réalisé grâce à la modernisation et au développement de la paix, la politique de reconstruction et de développement post-conflit de l'Union africaine, qui a été approuvée par les dirigeants africains lors du dernier sommet de l'Union africaine en février 2024. Le président Al-Sisi a ajouté qu'il ne manque pas d'apprécier les efforts de la Commission de l'Union africaine pour soutenir la mise en œuvre des activités de reconstruction et de consolidation de la paix sur tout le continent et du point de vue de sa direction du dossier, a indiqué le chef de l'État, tout en affirmant l'engagement personnel à continuer de faire de mieux. En coordination avec les dirigeants africains, la Commission de l'Union africaine, les parties prenantes régionales et les partenaires internationaux pour répondre aux aspirations des peuples du continent et atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Afrique. Monsieur Hamle Zoheri, je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur. Là, durant le discours du président Abdel Fattah el-Sisi, il a évoqué un point très important, c'est que pour la mise en œuvre efficace de la politique de reconstruction et de développement post-conflit de l'Union africaine, là, ce sera quand même une réunion qui se tiendra du 18 au 24 novembre sous le titre « Stratégie et voies de coopération conjointe ». Comment réaliser ça ? Et avec plus de coordination bilatérale et multilatérale également, il faut également sécuriser le conflit, financer de plus les missions de paix des Nations Unies et participer dans un cadre, sans doute les cadres d'union économique, etc. sont très importants, monétaires, etc. Donc ils font un développement sur le continent au niveau des pays. Il faut multiplier ce genre d'initiatives, comme il faut avoir une force importante pour éviter la redistribution de ce qui était réalisé pour, après les conflits militaires. Aujourd'hui, le Rwanda, après des dizaines d'années du génocide, elle vit très bien, elle se porte très bien avec
un développement assez soutenu. C'est vrai. Oui, mais Gaza était cela avant qu'elle soit redétruite. Donc, cette durabilité doit être maintenue par des différents cadres et de coopération qui pourraient mettre la pression sur les mauvais élèves de n'importe quelle classe pour l'empêcher de réaliser soit des génocides ou des guerres ou de détruire ce qui a été fait. Ce cadre de développement en Afrique est très important pour ce qui est démographiquement important sur le continent, donc la jeunesse de sa population. Donc l'Afrique, malgré la désertification, n'est pas le passé, mais pourrait être l'avenir. Mais comme l'ensemble de l'humanité, donc un développement durable et pour l'ensemble de l'humanité est quelque chose devrait être un but de l'humanité. Et ce développement économique devrait commencer par une alliance mondiale ou globale contre la famine, l'exclusion, la pauvreté, et puis un renfort pour l'éducation, un renfort de bien de vivre, et de bien de vie, et des différents cadres comment dire, garantir ce développement aux grands projets. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité tient des agendas, des dates importantes pour l'avenir, 2036, 2030, etc., 2060 pour l'Afrique, etc. Mais cela reste otage au conflit armé que comme je l'ai déjà dit, l'anéantir, l'arrêter, le stopper définitivement reste le gros problème de... Oui, comment dire, la chose sine qua non, la chose la plus importante qu'on devrait réaliser sur Terre pour arriver à tous ces objectifs. Et tous ces objectifs pourraient être réalisables à travers, en priorité, la paix et la sécurité pour l'ensemble de l'humanité. Je vous remercie beaucoup, M. Armzoël. Je rappelle que vous êtes journaliste et chercheur. Vous avez parlé du G20, des relations entre l'Égypte et le Brésil, ainsi que du discours du président Abdel Fattah al-Sisi lors de ce sommet. Je vous remercie beaucoup et on se donne un rendez-vous à la même heure demain. Très très bonne soirée. Au revoir.